Cher Xavier, tu me permettras de rajouter un tout petit complément et un compliment, mais un complément aussi à ton exposé. Il faut savoir que l'OTAN, tu le sais, je voudrais que ça soit dit clairement, que l'OTAN est liée à l'Union européenne de manière juridique et formelle par les traités européens, et notamment par le traité de Lisbonne. Donc tu as tout à fait raison d'évoquer le cas de l'OTAN, car celui-ci, cette alliance, elle est liée par le traité de Lisbonne à l'Union européenne. En effet, l'Union européenne, selon le traité de Lisbonne, n'a pas le droit de poursuivre une politique étrangère qui serait différente ou qui divergerait de celle soutenue par les États membres de l'Union européenne, qui sont aussi les pays membres de l'OTAN. Donc les deux alliances, les deux structures sont liées sur le plan juridique, et c'est un point absolument essentiel à évoquer et à rappeler. Le titre de notre colloque, c'est « Une autre Europe est-elle possible ?» Je vais répondre à cette question avec une lapalissade. Je pense qu'elle est possible à condition de ne pas avoir l'Europe que nous avons. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, contrairement à ce qui a été dit en 2005, en France notamment, il n'est pas possible d'avoir une autre Union européenne. On peut avoir une autre Europe bien sûr, mais à condition de ne pas avoir l'Union européenne. Et dans la mesure où la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est maintenant à l'ordre du jour, cette question de la sortie de tous les pays, et notamment de la France de l'Union européenne, n'est plus un tabou et doit impérativement être posée par tous les pays. Je pense que la sortie de l'Union européenne, la rupture fondamentale et claire avec les institutions européennes, s'impose comme choix politique pour une simple raison. Il est impossible, et une longue expérience amère nous le montre, de la réformer. Toutes les tentatives de réformer l'Union européenne ont échoué. Et à chaque fois qu'un peuple s'est exprimé contre la continuation et l'approfondissement de la centralisation européenne, eh bien à chaque fois on inflige une fin de non-recevoir à ce peuple. Je vous rappelle que non seulement en France en 2005, mais aussi dans les Pays-Bas, toujours en 2005, des référendums ont été simplement ignorés. On n'a tenu aucun compte du résultat du référendum français et néerlandais de 2005. Mais ce n'était pas la première fois. La première fois que l'Europe avait fait cela était en 1992, quand le Danemark a voté contre le traité de Maastricht. Et de même en Irlande, en 2000 et en 2010. L'Irlande a voté 2 fois contre les traités européens. Et à chaque fois, il fallait les faire revoter. Je vous rappelle aussi que quand l'Italie a commencé, sous Silvio Berlusconi en 2011, à flirter avec un petit parfum d'euroscepticisme, Silvio Berlusconi avait dit, je crois, que l'euro avait beaucoup approuvé son pays, eh bien, il était balayé sur le coup, et on a imposé à l'Italie un commissariat. On a mis l'Italie sous tutelle quasiment de Bruxelles, en imposant un gouvernement technocratique. De même qu'en l'an 2000, quand le Parti de la Liberté en Autriche a été intégré dans le gouvernement national, les autres pays membres, les 14 autres pays membres de l'Union européenne à l'époque, avaient imposé des sanctions diplomatiques contre ce pays, contre l'Autriche, justifiées par un sentiment qui est merveilleusement exprimé par une citation que je vais vous lire, une citation du ministre allemand des Affaires étrangères de l'époque, Joschka Fischer, qui a dit, je cite, « Nous et nos partenaires ne pouvons pas accepter qu'un parti dont la politique est dirigée contre l'Europe puisse se mettre en position de bloquer l'intégration de l'Europe. Nous ne pouvons pas permettre à un parti d'entraver la marche en avant, la fuite en avant de l'Europe. » Je rappelle cette citation devant vous, monsieur le député européen, parce qu'il me semble pas très réaliste d'envisager une négociation avec les autres partenaires de l'Union européenne dans le cas d'une hypothèse d'une victoire du Front National. Il me semble au contraire que la réalité sera celle d'une rupture, d'une mise sous sanction de la France, et puis d'une rupture, ou peut-être d'une rupture d'abord. Il faut savoir que si l'Union européenne est devenue un violeur en série des peuples,
Et si elle s'est montrée toujours impitoyable contre toute tentative de réforme, nous le voyons aujourd'hui avec les tentatives absurdes de David Cameron d'arracher quelques petites miettes de réforme à ses partenaires européens, des miettes. On dit à Westminster, il a visé très bas, il a raté sa cible, en fait, puisqu'il n'a demandé quasiment rien, il a demandé quelques dérogations absolument infimes des règles européennes sur quelques questions, sans bien sûr s'attaquer à l'essentiel. Eh bien, on voit que même pour obtenir ces petites miettes, cela exige des sommets européens, une armée d'avocats, une tournée en Europe, etc. Ce système est irréformable dans son essence antinationale. Il est irréformable dans son essence antinationale. Son essence antinationale est programmée dans son ADN. Il est programmé dans son ADN. Vous ne pouvez pas faire du jour au lendemain d'un chêne un sapin, ou inversement. Ça ne peut pas être changé. Le chancelier Kohl, quand il est rentré à Berlin après la signature du traité de Maastricht, il a fait une déclaration devant le Parlement allemand, devant le Bundestag, et il a dit, je cite, il parlait donc du traité qui venait d'être conclu, enfin qui sera signé en février, mais qui avait été conclu en décembre, il a dit, je cite, « Les États d'Europe sont désormais unis de telle sorte qu'un retour à la pensée nationale n'est plus possible. » Un retour à la pensée nationale. C'est-à-dire que les traités, selon le chancelier Kohl, rendaient impossible même la pensée nationale. Nationalstaatliches Denken, en allemand. Donc cet antinationalisme, ce refus de la nation, cette volonté d'en découdre avec les nations et de les faire disparaître dans un ensemble européen, sont programmés dans le système et ne peuvent pas en être éradiqués. L'euro, d'ailleurs, symbolise parfaitement cette logique. Nous savons tous que les billets, les images qui sont sur les billets, on y voit des ponts et des fenêtres. Eh bien, ces ponts et ces fenêtres sont inexistants. Ces ponts ont été inventés, ont été concoctés par des artistes pour mettre sur les billets. C'est-à-dire que dans le continent qui a produit le plus de monuments historiques de la planète, eh bien, nous avons, pour symboliser cette Europe de l'avenir, nous avons inventé des ponts et des fenêtres virtuelles qui n'existent pas. C'est l'expression parfaite de cette approche anti-historique et anti-nationale de l'Union européenne.